Cuisinons l'histoire. Le podcast qui décortique les mythes de la gastronomie française. Avec Ronan Coquelin-Lyon et Éric Birlouez, ingénieur et sociologue de l'alimentation. Bonjour Éric. Bonjour Ronan. Ça va bien ? Super. Au cœur de ce nouvel épisode, la success story de Guillaume Tirel, surnommé Taïwan. Star des fourneaux au Moyen-Âge, il gravit les échelons à une vitesse folle, devient le chef cuisinier de plusieurs rois de France et rédige, ou aurait rédigé, un traité culinaire qui fera date, le viandier. Éric, que peux-tu nous dire sur ce Guillaume Tirel ? D'abord, c'est vrai, Ronan. Guillaume Tirel, c'est de loin le plus célèbre cuisinier français du Moyen-Âge. Alors à l'époque, on ne disait pas cuisinier, mais maître-queux. Et c'est sans doute en raison de cette célébrité que nous connaissons pas mal de détails de sa vie et de sa carrière, même si Guillaume Tirel est né il y a tout de même plus de 700 ans. C'était pas hier. Alors le petit Guillaume, ou Taïwan, pour l'appeler par son surnom, né en Normandie au début du XIVe siècle. Bon, c'est pas la date précise, peut-être 1310, mais on n'en est pas complètement sûr. Alors, c'est pas une époque formidable, puisque tu le sais, c'est le siècle de la Grande Peste de 1348 qui tue plus du tiers de la population européenne, et même jusqu'à la moitié dans certaines régions. C'est aussi le siècle de la guerre de 100 ans, et du point de vue du climat, on est dans ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, c'est-à-dire des mauvaises récoltes de céréales qui régulièrement entraînent des disettes, voire des famines, et des épidémies, puisque les maladies contagieuses, elles se propagent rapidement sur des organismes sous-alimentés. Bref, ça c'est le contexte. Guillaume Tirel est placé pour travailler dans les cuisines de Jeanne d'Évreux. Jeanne d'Évreux qui va devenir reine de France par son mariage avec son cousin Charles IV. Taïwan suit Jeanne à Paris. Alors nous sommes en 1326 et notre futur grand chef cuisinier a probablement autour de 15 ans, peut-être un peu plus, un peu moins. Voilà. Et alors, dans les cuisines royales, on confie au jeune Guillaume des tâches très variées qu'il doit bien sûr accomplir le plus efficacement et le plus rapidement possible, ce que certainement il fait à merveille. Et en 1330, son nom apparaît dans une liste de serviteurs. Il y figure comme valet de cuisine, mais d'une autre reine de France, Jeanne de Bourgogne, qui est l'épouse du nouveau roi, Philippe VI de Valois. Mais l'ascension sociale de Taïwan n'est pas terminée pour autant, Éric. Ah non, pas du tout. En 1346, il obtient le titre de cuisinier du roi. Et 10 ans plus tard, il entre au service de Charles. Charles, c'est le fils du nouveau roi Jean le Bon. Et lorsque Charles devient à son tour roi de France, en 1364, sous le nom de Charles V, Guillaume Tirel est toujours là. Quelques années plus tard, il est nommé premier queux, c'est-à-dire qu'il dirige les cuisines royales. Et attends, c'est pas fini. À la mort de Charles V en 1380, Taïwan, a priori toujours en pleine forme, il a autour de 70 ans, demeure au service du nouveau roi Charles VI. Et son nouveau titre, c'est écuyer de cuisine. Alors non seulement il continue de superviser le travail des cuisiniers, mais il contrôle aussi les approvisionnements. Il a une sacrée carrière. Oui, alors il faut dire que Guillaume Tirel, tu l'as compris, en plus de son talent, bien sûr, a eu une longévité exceptionnelle pour son époque, puisqu'il est mort en 1395, donc c'est autour de 85 ans, ce qui lui a permis de travailler quand même au service de 4 rois de France. Et par la même occasion de gagner pas mal d'argent, puisqu'il sera propriétaire de 3 belles demeures à Paris et à Saint-Germain-en-Laye. On sait pourquoi on le surnomme Taïwan ? Alors oui, c'était le sobriquet dont Guillaume Tirel avait effectivement été affublé dans son jeune âge. Alors l'usage d'un surnom, c'était chose courante à l'époque, mais alors Taïwan, on ne sait pas si ça faisait référence à un caractère physique distinctif, peut-être un long nez qui taillait le vent lorsque son propriétaire se déplaçait, ou alors peut-être c'était une allusion à la rapidité avec laquelle Guillaume Tirel accomplissait son travail. Et donc ce Taïwan est aussi l'auteur du Viandier, l'un des plus anciens recueils de recettes écrites en français. Pourquoi cet ouvrage est-il si célèbre, Éric ? Le Viandier, c'est même d'ailleurs le premier traité culinaire français qui est associé au nom d'un cuisinier. Alors en l'occurrence à son surnom, Taïwan. On le désigne comme le viandier de Taïwan. Et les rares livres de recettes qui avaient précédé cet ouvrage, eux, étaient non signés. Alors, en réalité, et là, désolé peut-être de te décevoir, Ronan, Taïwan n'est pas l'auteur du Viandier, puisque le premier manuscrit a été rédigé, on pense, entre l'an 1250 et l'année 1320.
alors en 1320, Guillaume Tirel était encore un enfant d'une dizaine d'années. Bon, je veux bien qu'il ait été un enfant précoce, mais enfin quand même. Alors, ce qui est possible, mais pas certain, c'est que Taillevent ait apporté quelques modifications, quelques ajouts à une des versions ultérieures du Viandier, mais ça, c'est même pas sûr. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le fait d'attribuer à Guillaume Tirel, de son vivant, la paternité de cet ouvrage témoigne de la très haute réputation qu'il avait acquise comme cuisinier. Et ce livre a eu un grand succès. Ah oui, alors un succès immédiat, immense. Déjà une dizaine de copies manuscrites ont été réalisées, qui à chaque fois étaient complétées, modifiées par les copistes. La BNF, Bibliothèque nationale de France, donc, possède un seul manuscrit du Viandier, et c'est d'ailleurs la première version qui comporte le nom Taillevent sur la couverture. Ce manuscrit a été écrit pendant la seconde moitié du XIVe siècle, donc du vivant de Guillaume Tirel, qui l'a donc peut-être un peu modifié. En 1486, donc là on est près de 100 ans après la mort de notre grand cuisinier, une version imprimée est publiée. Et là encore, c'est le premier livre de cuisine français à bénéficier de l'invention de Gutenberg, l'imprimerie. Ça permet à l'ouvrage d'être très largement diffusé en Europe. Il va être réédité près de 30 fois jusqu'en 1615. Et ensuite, on va oublier Taillevent et le Viandier, livre qu'il n'a pas écrit, je te le rappelle. On va les redécouvrir beaucoup plus tard, au XIXe siècle. Est-ce que c'est à l'époque du Viandier que sont apparues les premières recettes de cuisine écrites ou est-ce qu'elles existaient déjà avant ? Alors, juste avant le Viandier, donc au plus tard début du XIVe siècle, il y avait eu seulement 3 ou 4 recueils de recettes, comme je l'ai dit, anonymes. Alors, peu après Taillevent, d'autres auteurs vont rédiger des livres de cuisine. Certains connaîtront un grand succès, un succès durable, mais sans réellement innover par rapport au Viandier. Par exemple, dans les toutes dernières années du XIVe siècle, un riche bourgeois a rédigé Le Ménagier de Paris. Alors, on ne connaît pas l'auteur. C'est un bourgeois, et dans ce livre, il enseigne à sa très jeune épouse la manière de, je cite, prendre soin du mari et de la maison. L'ouvrage, c'est en fait un traité d'économie domestique. Il ne parle pas seulement de cuisine, mais il en parle et il retranscrit en les modifiant légèrement 120 recettes puisées dans le Viandier. Et que trouve-t-on dans ce Viandier ? Alors, il faut peut-être commencer par dire que malgré son titre, le Viandier, il ne traite pas des seules viandes, de gibier, de boucherie, de volaille, il parle de toutes les nourritures des hommes. Le mot viandier, en effet, est issu du latin vivenda, qui veut dire ce qui est nécessaire à la vie, c'est-à-dire finalement tous les types d'aliments. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce Viandier ? Eh bien, on y trouve des recettes de mets prestigieux qui étaient servis lors des grands banquets princiers, royaux. Alors par exemple, l'entremesse de cygne revestée de sapio à tout sa plume. Alors je te le traduis en français d'aujourd'hui. L'entremets de cygne revêtu de sa peau avec toutes ses plumes. Ronan, la recette est très simple. Alors tu prends un joli cygne, tu le dépiotes, mais avec précaution, en prenant bien garde de ne pas abîmer sa peau et ses plumes. Tu cuisines sa chair, et puis tu la recouvres de sa peau. Tu maintiens les ailes du cygne écartées avec des baguettes de bois pour donner l'illusion que l'animal est vivant et sur le point de s'envoler. Tu dors les pattes et le bec avec de l'or fin, c'est plus chic. Bon, si tu n'aimes pas le cygne, tu peux aussi cuisiner au choix la cigogne, la grue, le héron, le paon, etc. Non merci Eric, c'est très gentil. Pourquoi donc ce goût pour ces grands volatiles qui sont en plus réputés immangeables ? Oui, alors effectivement, s'ils étaient très appréciés par les élites sociales du Moyen-Âge, c'était pas pour leur goût, surtout qu'on les aspergeait, mais très généreusement d'épices. En réalité, cet engouement obéissait à des raisons sociales et symboliques. Bon, je t'explique en 2 mots. Ces grands oiseaux majestueux vivent haut dans le ciel et donc ils sont proches de Dieu, des saints et des anges. Ils ont une position élevée dans l'air qui était un élément de l'univers qui était symboliquement beaucoup plus valorisé que l'eau et la terre. Et puis, ils dominent, ces grands oiseaux, ils dominent les animaux marins, aquatiques, terrestres. Ils conviennent donc aux personnes de statut social élevé, aux individus qui ont une position dominante dans la société médiévale. Alors là, tu nous parles de recettes qui sont quand même très compliquées. Il en existait des plus simples. Bah oui, si tu n'aimes pas la cigogne rôtie au poivre, à la noix de muscade, au clou de girofle et au gingembre, je peux te proposer un brouet d'anguille, une poule en gelée, une tourterelle en crapaudine à la crème de lentilles, une perdrix au chou.
Alors peut-être que tu as très faim, et là je pense qu'il vaudrait mieux que tu t'orientes vers un rôti de sanglier ou de chevreuil, sauce cameline. Ah oui, ça c'est intéressant. On l'appelle cameline cette sauce, pourquoi ? C'est vraiment l'équivalent au Moyen-Âge de notre mayonnaise ou de notre ketchup. Cameline parce qu'elle comporte beaucoup de cannelle, du pain brûlé également, qui lui donne sa couleur camel, comme le poil du chameau. Peut-être que tu préféreras déguster un ragoût de veau aux raisins ou aux amandes, ou un faux guernon. Alors ça, le faux guernon, ce sont des galettes de viande, de foie et de gésier de volaille. Tu pourrais opter également pour un haricot de mouton, mais attention, sans haricot bien sûr, puisqu'à l'époque de Taïwan, on ne connaît pas encore les haricots qui sont originaires du continent américain, qui sera découvert plus tard par Christophe Colomb. Alors dans la recette du viandier, haricot de mouton, haricot viendrait du verbe haricoter, qui signifiait à l'époque découper en petits morceaux. Et puis enfin, si tu étais malade, mais tu ne l'es pas bien sûr, je te proposerais quelque chose de léger. Par exemple, un blanc-manger de perche accompagné d'une purée à l'oseille ou, autre exemple, un blanc-manger de poulet aux amandes et au riz. Ah ça donne presque envie, ça va. Quand on lit les recettes du Moyen-Âge, Eric, elles manquent souvent de précision, c'est à la louche. Oui, vraiment à la louche, parce qu'il faut savoir que les recettes médiévales n'indiquent pas les quantités des ingrédients qu'elles requièrent, leurs auteurs restent très vagues, ils se contentent de mots ou d'expressions comme « à grand foison », c'est-à-dire beaucoup, pas mal, où ils vont dire assez de ceci ou encore un peu de cela. Bon, même imprécision en ce qui concerne les durées de cuisson. Tout au plus, le cuisinier consent à noter sans trop laisser cuire ou conseille de vérifier que les ingrédients ne bouillent mis trop fort, ne bouillent pas trop fort. Alors pourquoi cette imprécision ? La raison, c'est qu'à la différence d'aujourd'hui, les maîtres-queux du Moyen-Âge, ils ne décrivent pas leurs recettes pour le grand public, pour la ménagère, qui ne sait en général pas lire, mais pour leurs confrères cuisiniers. Eux, les cuisiniers, ils ont des savoir-faire, ils ont un talent créatif qui rend totalement inutile ce genre de précision. À la limite, ils risqueraient même de trouver vexant qu'on leur indique comme à des petits apprentis les grammages, les temps de cuisson, etc. Bon, et puis les temps de cuisson sans thermostat, c'est un petit peu de toute façon subjectif. Autre information, dans les livres de recettes médiévaux, donc le viandier y compris, il y a 2 périodes qui sont clairement distinguées. 2 périodes et donc 2 types de mets. Le temps de charnage, comme on l'appelle, qui correspond aux jours gras, où la consommation de chair, c'est-à-dire de viande, est autorisée, et le carême et les jours maigres. Dans l'ouvrage de Taïwan, le chapitre intitulé « Viande de carême » est consacré aux recettes de poisson. Quel héritage Guillaume Tirel laisse-t-il à la cuisine française ? Est-ce que c'est la première star de la gastronomie française ? Oui, je pense qu'on peut dire ça, mais le mot gastronomie, en fait, il n'apparaît qu'au tout début du 19e siècle, donc bien après Taïwan. Et en réalité, finalement, au Moyen-Âge, on se soucie assez peu du goût de ce que l'on mange. Ce qui compte avant tout pour les élites sociales, les princes, les ducs, les rois, etc., c'est d'avoir des aliments et des mets qui les maintiennent en bonne santé. Oui, le souci diététique existe déjà, et ça depuis l'Antiquité. Et puis la seconde motivation, finalement, c'est d'en mettre plein la vue à ses invités, au travers de la rareté des ingrédients, de leur coût prohibitif, de la sophistication des préparations culinaires, des spectacles, les entremets qui agrémentent le repas. Bref, il s'agit avant tout d'étaler sa puissance et sa richesse pour en retirer davantage de prestige, bien sûr. Les épices que j'ai évoquées tout à l'heure correspondaient totalement à ces 2 motivations, une motivation médicale et une motivation sociale, de distinction sociale, car tout le monde ne pouvait pas se payer des épices à l'époque, bien évidemment. Comme d'habitude, Eric, en fin d'épisode, on décortique une expression en rapport avec le monde de la cuisine. Pourquoi dit-on rester en carafe quand on se sent abandonné, oublié ? Oui, c'est une expression qui est née à la fin du 19e siècle. Alors on peut penser que celui qui reste en carafe, abandonné, se retrouve comme une cruche, comme un imbécile. Le sens a glissé d'un récipient à un autre, comme tu vois. Mais il faut aussi savoir qu'en argot, le mot carafe désigne la bouche, le gosier. Celle-ci étant un récipient également destiné à contenir différents liquides. Or, le premier sens de l'expression s'appliquait à l'orateur qui, ne trouvant plus ses mots, restait bouche bée. Et puis c'est ensuite, par extension, qu'on serait passé de l'orateur qui reste en plan à une personne quelconque dans le même état et puis à quelqu'un qui est abandonné, oublié. D'ailleurs, dans le même sens, on trouve rester en rideau, parce que le rideau, ça donne l'idée qu'on est à la fin de quelque chose. Comme la fin de cet épisode, Eric, c'est
le tomber de rideau. Merci beaucoup pour toutes tes histoires si bien racontées. Et merci à vous de nous avoir suivis. Eric, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. À bientôt, Ronan.